dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des peuples, à tout moment historique, on peut toujours poser la grande question: que faire? Que faire devant telle situation? Que faire devant tel problème? Comme vous dites, la panoplie des problèmes de l'Afrique, on peut les énumérer. Une fois, j'étais avec des amis de think tank occidentaux. On était aux États-Unis, à Boston, il n'y a même pas 3 mois. Quand il a énuméré tous les progrès du monde, que la Russie est revenue dans le jeu, par exemple, il trouve que c'est une bonne chose. Que les femmes ont pris beaucoup plus d'étoffe et de présence dans... Il a salué toutes les avancées. Et il dit malheureusement, l'Afrique, c'est encore le continent des maladies. Ebola, Sida et tout ça. Je l'ai regardé dans les yeux. Je me suis dit vraiment, on a du travail. Et quand j'ai répondu à ce monsieur, qui est quand même un officier supérieur américain qui a fait beaucoup de recherches, tout ça, il a vraiment présenté ses plates excuses. Il dit que personne ne l'a jamais défié quand il a dit ça. Devant des Africains, ils ont dit: ah oui, malheureusement, c'est chez nous qu'il y a des problèmes de santé, etc. Vous vous rendez compte? L'Afrique, c'est Ebola et Sida, point. Alors, donc, nos problèmes sont nombreux. Mais, à mon avis, il nous faut serrer les problèmes et ne pas nous tromper. Comme j'ai écrit un éditorial dans un des journaux qu'on va vous donner, qui s'appelle Tenir le bon bout et ne plus le lâcher. Tenir le bon bout ici, c'est comprendre que ce qui menace immédiatement la survie de l'Afrique, c'est le défi sécuritaire. Immédiatement. Et, et tout défi maintenant vient avec son côté négatif et entre guillemets son côté positif. Le défi sécuritaire va nous contraindre à accélérer l'histoire de l'Afrique. Moi, je crois à l'accélération de l'histoire. D'autres ont le droit de ne pas y croire. Mais je crois que Mandela est un accélérateur d'histoire. Si Mandela n'avait pas fait ce qu'il a fait, subi les sacrifices qu'il a subis, notre génération, dans les années 80, 70, on a pleuré, on a écrit des poèmes, on a tout fait pour Mandela. On était convaincus que le monde était tellement injuste envers l'Afrique que Mandela allait mourir en prison. On ne pouvait pas croire que Mandela allait non seulement sortir de prison, mais être le premier président de l'Afrique du Sud. Quand en 2006, Obama a annoncé sa candidature, et je crois qu'Obama est un accélérateur de l'histoire, beaucoup d'Africains ont dit: mais il est très gentil ce monsieur, mais il est pressé. L'Amérique a encore besoin de 50 ans pour comprendre qu'un noir peut être président des États-Unis. Obama ne pensait pas cela, parce que quand on est accélérateur de l'histoire, on ne réfléchit pas comme ça. On croit que toutes les montagnes, on peut les déplacer. Et donc Obama a déplacé une montagne. Et nos amis européens, quand je voyais 100 000 personnes en Allemagne pendant la campagne aller saluer Obama durant son meeting, j'ai dit que l'Allemagne, la France, les grands pays européens sont en train de sous-traiter leurs espérances d'un monde meilleur avec Obama, parce qu'ils savent que ce n'est pas encore possible chez eux. Je ne vois pas, pour l'instant, immédiatement, un noir allemand vouloir diriger son pays. Ça prendra du temps, peut-être. À moins que ce noir-là aussi soit un accélérateur de l'histoire comme Obama. Donc c'est pour dire que tout ce qui semble impossible aujourd'hui peut être demain d'une déconcertante facilité. Et vous savez qui règle le problème? Mandela. Et il faut noter cette citation de Mandela. Elle est très très belle. En anglais, il dit: It is always impossible until it gets done. En français, si on traduit, c'est toujours impossible tant que ça n'a pas été fait. Tout ce qu'on veut entreprendre dans la vie, c'est toujours impossible, les obstacles sont là tant que ça n'a pas été fait. Donc ce que je disais, le défi sécuritaire a contraint le Cameroun, le Tchad, le Nigeria et le Nigeria, pour la première fois de leur histoire, à venir ensemble et créer une force multinationale. C'est un immense pas en avant. Les gens ne se rendent pas compte. 9000 soldats tchadiens, camerounais, nigérians, sous le même drapeau, avec le même commandement unifié, avec la même stratégie militaire, aller à l'assaut de l'adversaire ou de l'ennemi. Ça, c'est une avancée. Donc la sécurité, ça nous fera très mal, mais ça va nous forcer à comprendre que les chevauchées solitaires ne mènent à rien du tout et qu'il faut nous mettre ensemble. Ensuite, l'autre défi parmi les priorités, c'est bien entendu le défi du développement. Il me sera difficile pour le reste de ma vie de comprendre qu'un Nkrumah ait dit en 1958 que le barrage d'Inga au Congo pouvait donner de l'énergie à toute l'Afrique
et même faire de l'Afrique une exportatrice d'énergie. Non seulement il avait, mais terriblement raison, et l'histoire continue de lui donner raison, parce qu'en Afrique de l'Ouest, on a lancé le projet du barrage de Soapiti en Guinée, qui donnait de l'énergie à toute l'Afrique de l'Ouest et qui nous permettait de donner encore de l'énergie aux autres régions du continent. Qu'est-ce qu'on en a fait? Des projets qu'on ne mène pas à terme ou des projets qu'on combat politiquement sans le dire. Qu'est-ce qui empêche que la Mauritanie et le Sénégal aient le pont de Rosso? Qu'est-ce qui l'empêche? Ça va multiplier par 10 le PIB, l'économie de ces pays, très rapidement. Parce que le Sénégal aura une jonction avec la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, etc., avec un pont. À ce jour, on a un ferry des années 60-70 qui est là, qui fait des navettes. Rien ne nous empêche, sur le fleuve Gambie, de faire le pont de la Sénégambie, entre la Gambie et le Sénégal, pour permettre de rompre l'isolement de la Casamance. Donc, nous savons ce qu'il faut faire. Un de mes amis, le professeur Seck, je ferai tout pour qu'à votre prochaine rencontre, il accepte de venir présenter. Si vous présentez l'agriculture africaine, je vous jure, vous y voyez la main de Dieu. C'est-à-dire l'Afrique est découpée en 2 zones climatiques et avec une symétrie qui ne peut pas être, à la limite, l'œuvre d'humain. Vous avez le climat méditerranéen, là, au Maroc, Algérie, tout ça. La même chose reproduite en Afrique du Sud, vers le Cap de Bonne-Espérance, le même climat. C'est-à-dire les mêmes cultures qu'on fait au Maroc. Pendant 6 mois, changement de climat, on peut les continuer en Afrique australe. Vous descendez, vous avez le désert du Sahara, vous remontez l'Afrique du Sud, vous avez le désert du Kalahari. Vous avez le Sahel angolais, vous avez le Sahel malien, sénégalais, etc. Et ensuite, vous avez le climat tropical nord et climat tropical sud séparés par l'équateur. C'est-à-dire que l'Afrique peut faire les mêmes cultures, les mêmes produits agricoles 2 fois dans l'année, le seul continent au monde. 2 fois dans l'année. Avec toutes ces richesses hydriques, nous sommes le seul continent qui ne pratique pratiquement pas l'irrigation. Vous prenez les 20 pays d'irrigation du monde, il n'y a que l'Égypte qui entre dans ces 20 pays. Aucun autre pays d'Afrique. Et on veut faire de l'agriculture de masse. On ne peut pas le faire sans régler les problèmes de l'irrigation. Donc, nous connaissons nos problèmes. Aujourd'hui, des coupures d'électricité à Dakar, à Lomé, on nous prive de... Alors que, comme dit le professeur Seck, il dit qu'il voit des paysans sénégalais venir jusqu'au fleuve Sénégal, se mettre au pied du fleuve Sénégal et implorer le ciel de pleuvoir en disant « Dieu, nous n'avons pas d'eau, nous ne pouvons pas faire nos cultures, il faut nous donner de l'eau. » Il dit « Mais baisse les yeux, tu as de l'eau là, tu as de l'eau sous les pieds. Tu as de l'eau sous les pieds et tu demandes l'eau de venir du ciel. » C'est un peu ça le paradoxe. Nous connaissons nos problèmes. On ne peut pas se développer sans l'agriculture, on ne peut pas se développer sans l'éducation. Et l'Afrique, soi-disant un des continents les plus pauvres du monde, soi-disant, a fait une production d'intellectuels, d'universitaires, de chercheurs à un niveau sans précédent dans le monde. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont en Europe, ils sont au Canada, ils sont aux États-Unis. Je dis que l'Afrique, autant l'Afrique n'a pas d'avenir sans son unité, l'Afrique n'a pas d'avenir sans sa diaspora. Il paraît qu'il y a un quartier à Londres où il y a plus de médecins originaires du Malawi que tous les médecins qui sont au Malawi. Un seul quartier de Londres. Mais ces médecins-là, il faut que l'État de Malawi puisse en récupérer 10%. Le Sénégal a plus de 500 000 cadres qui sont à la NASA aux États-Unis, qui sont à Massachusetts, MIT, les plus grandes universités du monde. Si le Sénégal en attire 10%, ça fait 50 000 cadres qui rentrent au pays. Le Sénégal en attire 100, 125, c'est quoi? Il faut qu'on règle ce problème. L'Égypte, en 2001, d'après Jeune Afrique, avait 200 000 cadres entre le Canada et les États-Unis. 200 000. Si l'Égypte pouvait en attirer 10%, ça fait 20 000 ingénieurs, médecins, chercheurs, professeurs, 20 000. Donc l'Afrique ne peut pas continuer à avoir le statut de pauvreté dont on parle et à former des élites pour les mettre à la disposition du Canada, des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre. Ce n'est pas acceptable. Là aussi, il faut une rupture. Est-ce qu'on aura des dirigeants capables de faire comme le président de Corée du Sud, le général Park? Un jour, il réunit l'élite intellectuelle de Corée du Sud en 1968. Il leur dit, écoutez, on ne peut pas développer ce pays sans les Coréens de l'extérieur, les cadres. Je vais les faire venir. Vous gagnez $1 000, eux, ils gagnent $5 000. Je ne peux pas leur payer $5 000. Mais je vais leur dire d'accepter de prendre le double de vos salaires. Est-ce que vous êtes d'accord? Les gens ont dit d'accord. Il dit, attention, ils avaient des voitures là où ils sont, je vais leur donner une voiture. Les gars disent, on est d'accord. Je vais même leur donner un chauffeur. Les gars disent, si vous voulez. Ce sont ces ingénieurs qui sont rentrés. Un d'entre eux
est rentré du Japon. Il est venu, il n'a pas demandé un bâtiment neuf, il n'a pas demandé un budget de tant de milliards. Il a pris un hangar, il a réuni les techniciens, ils ont commencé les transistors et tout ça, et c'est M. Samsung, Samsung Electronics, qui aujourd'hui défie Silicon Valley aux États-Unis. Donc c'est possible. C'est possible de faire revenir nos cadres, nos compétences, et les mettre au service de l'Afrique. Mais il ne faut pas qu'ils reviennent et que les cadres locaux se mettent à leur faire la guerre, à dire ce monsieur il se prend pour qui, cette dame-là elle se prend pour qui. Ce n'est pas parce qu'elle parle anglais, elle vient de Washington qu'elle va frimer ici. Ce n'est pas une histoire de frimer, c'est une histoire de se sacrifier en abandonnant un confort pour venir servir son pays et accepter les moustiques, la pluie, les souffrances, tout ce qu'on veut. Il faut que ces gens-là soient bien accueillis, qu'ils se sentent aimés et désirés dans leur propre pays. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il nous faut absolument explorer. C'est pour ça que je dis que le problème fondamental, c'est un problème de leadership. Problème de leadership. Et le leadership, ce n'est pas que nos chefs d'État. Le leadership, c'est jusqu'au village aussi. Un chef de village qui détourne les maigres ressources du village, ce n'est pas un bon leader. Une équipe de football où les gens cotisent dans le quartier et quelqu'un prend l'argent pour aller en Europe faire la migration, ce n'est pas un leadership. Le leadership municipal. Moi, je souhaite que mon ami Jovi Gali soit maire de Lomé. Je fais sa campagne électorale parce qu'il aime cette ville. Il la connaît, mais à 200%. Et il est prêt à donner sa vie à la ville de Lomé. C'est ça que j'appelle les nouveaux leaders. Ceux qui sont prêts à servir et non à se servir. Et ça, l'Afrique en regorge, mais malheureusement, on ne les voit pas trop. Donc, Fatou Diom, c'est une sœur, elle est adorable, et nous n'avons aucune contradiction. L'Afrique, dit-elle, n'est pas pauvre, l'Afrique a été appauvrie. Tout ce que j'ai dit prouvait que l'Afrique n'était pas pauvre. On est même un continent hyper riche. Maintenant, quand elle dit l'Afrique a été appauvrie, c'est là où on pose la question, qui a appauvri l'Afrique? Si c'est le passé colonial, d'accord, mais le passé colonial n'est plus là. Il est là sous d'autres formes. Sous d'autres formes. Il y a des pays africains que je connais, tout le système bancaire est contrôlé par l'extérieur. Tout le système commercial est contrôlé par l'extérieur. Les ports sont contrôlés par l'extérieur. Donc, d'accord, c'est un défi, nous en sommes conscients. Mais ce que je dis, c'est que l'appauvrissement de l'Afrique, moi je préfère savoir que le problème principal de mon pays, c'est telle force extérieure, et avoir le courage de dire que la solution, c'est les forces intérieures. C'est moi, c'est nous, c'est mes collègues, c'est tous les patriotes, tous les démocrates sénégalais qui sont prêts à lutter. Démocratie aussi, c'est extrêmement important. J'allais oublier mon cher Jovi Gali. L'éducation démocratique en Afrique est importante. On a, vous savez, tous les problèmes des mandats, des verrous constitutionnels qui sautent. Je ne veux pas citer de cas, mais vraiment, je ne veux pas citer de cas. Mais c'est un grand débat. Mais en même temps, l'Occident sera dans une mauvaise posture en nous disant qu'Angela Merkel peut demander un 4e mandat, ça c'est légal, c'est constitutionnel, et dire qu'en Afrique, on ne peut pas demander un 3e mandat. Le débat démocratique africain doit devenir un débat endogène. C'est-à-dire, nous, Africains, comment on perçoit les questions de pouvoir, de transition, de passation de pouvoir, etc. C'est notre débat et sans calquer les autres. Peut-être que nous allons inventer le modèle africain de démocratie, mais qui ne va pas échapper dans ses aspects universels aux autres systèmes. Tout modèle démocratique doit être basé sur la volonté du peuple, sur la liberté du peuple à choisir, sur le respect des libertés individuelles. Ça, c'est un minimum. Maintenant, après, qu'on élise un président pour 7 ans, pour 10 ans, pour 2 ans et demi, 1 an et demi, ça, c'est des variations que les peuples ont à gérer. Mais l'Afrique a adopté le modèle occidental et n'a pas pu tenir.